Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Réalisé Télévision ce mercredi 17 août. Les écoliers de Grand Camp feront leur rentrée scolaire dans un établissement flambant neuf en septembre. Le groupe scolaire de ce quartier populaire des Abîmes sera opérationnel d'ici là, assure en tout cas la municipalité. Aux normes parasismiques, l'établissement devrait accueillir entre 450 et 540 élèves répartis dans 18 classes maternelles et élémentaires. 9 millions d'euros ont été nécessaires à la construction de ce nouveau groupe scolaire. Reportage Cécile Allègre. À Grand Camp comme ailleurs, la rentrée se prépare. Au nouveau groupe scolaire, il est donc grand temps de mettre un dernier coup d'accélérateur pour finir les travaux de la nouvelle école de Grand Camp 2. Entre finition et jardinage, l'école semble pratiquement prête à ouvrir. Il y a des ouvriers qui font tout pour que cette rentrée se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons reçu l'assurance de l'ensemble des entreprises que les travaux seront terminés et donc nous allons pouvoir faire une belle entrée scolaire avec l'ensemble des enfants et des professeurs que nous allons accueillir avec plaisir. L'école est pratiquement équipée aujourd'hui. Tous les équipements que nous avons commandés sont arrivés, donc nous sommes en train de finaliser l'ensemble de l'équipement du groupe scolaire. Pour que les nouveaux enfants, principalement issus du groupe scolaire Grand Camp 1, se sentent chez eux, la mairie a organisé un grand concours de dessin. Les meilleurs ont été sélectionnés et ont été utilisés par un artiste pour décorer l'intérieur de l'école. Nous avons tout fait pour que les enfants puissent participer également d'une façon ou d'une autre à cette prise en main de cette école, puisque nous avons organisé des concours de fresques où les enfants de l'école, les enfants qui seront reçus ici, ont pu participer à un concours de dessin sous le signe de la libellule, de la mangrove et bien sûr de la rénovation urbaine. En cette période difficile aussi bien économiquement que socialement, la mairie rappelle que l'éducation doit aujourd'hui rester une priorité et c'est en ce sens que la construction de cet équipement scolaire a vu le jour. Pour nous, l'éducation est l'une des priorités absolues puisque nous voulons faire en sorte que nos enfants soient dans de bonnes conditions de travail parce que vous voyez bien tout ce qui se passe autour de nous. Ça commence par là, par l'éducation et ça commence par l'enfant pour que demain on puisse avoir des hommes et des femmes debout sur leurs deux jambes pour que ces écoliers qui deviendront demain des adultes soient des dignes représentants de notre pays. Les écoliers seront donc reçus dans des locaux flambant neufs dès la rentrée et pourront commencer leur année dans une ambiance chaleureuse. Comme dans la plupart des communes côtières, la fête de l'Assomption est l'occasion d'une cérémonie de bénédiction à la mer. Petit-Bourg n'a pas dérogé à la règle. À l'occasion de la fête patronale, son maire était au premier rang pour la messe et la bénédiction des marins. Reportage sur le port de pêche de la Vinaigrerie signé Éric Pommier. Souligner la bravoure des marins-pêcheurs, trop souvent méconnus, voilà qui conduit la mairie de Petit-Bourg à renouveler chaque année cette cérémonie de bénédiction en mémoire à ces hommes disparus en mer pendant l'exercice périlleux de leur profession. En face d'elle, Jésus manifeste sa puissance divine qui triomphe des éléments. En chant et en prière, femmes de marins-pêcheurs, anonymes, catholiques, tous tiennent à être de ce recueillement. Chaque cérémonie est l'occasion de prier ensemble. Pour certaines familles, le moment est solennel. La douleur se lit encore sur quelques visages. Au Père Kouaouékoua d'apaiser ses souffrances et de rappeler la place de l'homme dans son univers, et particulièrement dans cet univers marin. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord que nous sommes des créatures de Dieu. L'océan, la mer qui nous entoure, qui nous procure la fraîcheur, qui nous donne du poisson, qui nous donne vraiment la vie, c'est aussi une force qui peut apporter la mort. Alors nous demandons au maître des créatures, tel que nous l'avons chanté à travers le cantique des créatures, nous lui demandons donc de donner la paix à notre population, de protéger tous ceux qui se nourrissent des fruits de la mer, de protéger toutes les populations côtières, pourquoi pas toutes les populations des îles, puisque nous sommes entourés des îles. Dieu est celui qui met la limite, qui met des frontières à l'orgueil de l'océan. Pendant près de 20 minutes, les prières et les chants vont se succéder. Ce moment de recueillement coïncide avec l'Assomption, célébration religieuse catholique en hommage à la Vierge Marie et plus précisément à sa montée au ciel.
Puis vient le moment de la bénédiction des fidèles, juste après un vibrant hommage à tous ceux qui ont péri en mer. L'émotion est palpable, les fidèles présents sont encore sous le charme d'une telle cérémonie. Étant chrétienne, et je trouve que la nature, on doit bénir et prier Dieu, bénir et louer, parce que c'est Dieu qui a créé la nature, hein, donc on ne doit pas la négliger. Voilà. Qu'est-ce qui a été émouvant pour vous dans cette cérémonie? Eh bien, bon, surtout quand on formule sa prière, hein, la prière, la bénédiction, enfin, le fait de louer, bénir Dieu. Le cortège prendra la direction du Petit Port pour le traditionnel jeté de fleurs au large, le tout toujours en chant. Le temps de quitter le ponton à bord d'une embarcation moderne, Monsieur le maire a eu la mission au large d'honorer les disparus par ce geste si symbolique. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Depuis 2008, nous avons mis en place cette bénédiction de la mer, mais au-delà de la mer, c'est des marins pêcheurs, mais c'est toutes les activités autour de la mer, que ça soit sur la mer même, mais sur le littoral. Et ceci est d'autant plus important pour nous de montrer notre attachement à ces valeurs, mais aussi à tous ces principes, d'autant plus qu'on sait très bien que Petit Bourg a voulu donner toute sa dimension au littoral. Nous avons beaucoup de projets d'aménagement. Ici même où nous sommes, il va y avoir un grand port multi-activités, multifonctions. Nous allons également faire l'aménagement de la plage de Viard et tout le littoral. Donc il est important pour nous, de par notre foi, de par nos principes, nos valeurs, que chaque année, au 16 août, que nous puissions bénir la mer et aussi montrer toute cette attention que nous avons pour les marins pêcheurs. Sur le chemin du retour, clôturant cette cérémonie, les différents fidèles ont témoigné leur attachement à cette commémoration. Ce 16 août est certes un devoir de mémoire, mais la mer est nourricière et il faut saluer tous ceux qui œuvrent pour qu'elle le reste, ainsi que l'ensemble des professionnels qui travaillent dans des conditions trop souvent périlleuses. On peut faire la photo avec monsieur le maire. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. La photo de Usain Bolt souriant en pleine course au JO est l'une des plus marquantes de ces Jeux de Rio. Nous reviendrons sur ce séisme qui a frappé le Pérou dans la nuit de dimanche à lundi, mais avant direction Cuba, où la prison de Guantanamo se vide progressivement. C'est votre rendez-vous Caraïbes. 15 détenus de la prison militaire de Guantanamo ont été envoyés aux Émirats arabes unis, a annoncé le Pentagone lundi 15 août. Le ministère américain de la Défense a salué la décision d'Abu Dhabi pour son geste humanitaire et sa volonté de soutenir les efforts des États-Unis pour fermer le centre de détention de Guantanamo. Washington avait jusqu'alors des difficultés à trouver un pays acceptant d'accueillir les prisonniers. Le centre de détention de Guantanamo, situé dans une enclave américaine à la pointe sud-est de Cuba, a été mis en place après les attentats du 11 septembre pour y regrouper les prisonniers de la guerre contre le terrorisme menée par le président George W. Bush. Barack Obama s'était engagé en janvier 2009 à fermer ce camp contesté. La fermeture définitive du centre de Guantanamo paraît cependant impossible avant la fin du mandat de Barack Obama en janvier 2017, faute de pouvoir trouver un endroit aux États-Unis où transférer la cinquantaine de prisonniers jugés non libérables par le gouvernement. Les élus républicains majoritaires au Congrès bloquent en effet toute initiative. C'est l'une des photos les plus marquantes des Jeux Olympiques de Rio. Usain Bolt, large sourire aux lèvres, se tourne vers les autres sprinteurs de sa demi-finale. 1h30 avant son troisième sacre sur 100 mètres, le Jamaïcain claque déjà sa supériorité au visage de ses rivaux.
Samedi, peu après 21h au Brésil, la course s'élance très rapidement dominée par Usain Bolt. Le Jamaïcain allonge ses interminables jambes et creuse l'écart. Sébastien Boué, photographe de l'équipe, présent au stade olympique de Rio, le mitraille, surpris de voir un athlète se marrer en pleine course alors qu'il vient chercher une 3e médaille d'or. Le reste va très vite. Les réseaux sociaux s'emparent des clichés qui font le tour du monde. Au moins 4 personnes, dont une touriste américaine, sont mortes et 55 ont été blessées dans un séisme de magnitude 5,3 qui a frappé le sud du Pérou dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les autorités. Selon l'Institut de géophysique du Pérou, l'épicentre était situé à 10 km de Chivé, capitale de la province de Queloma, et seulement 8 km de profondeur, donc potentiellement plus dangereux. La secousse, dont la magnitude a d'abord été évaluée à 5,2 avant d'être actualisée à 5,3 par l'Institut de géophysique du Pérou, a été suivie de plusieurs répliques lundi. Après 3 mois de grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, aucun accord n'a encore pu être trouvé entre agents affiliés à l'UTC, UGTG et municipalité. Depuis une rencontre le 8 juillet, les deux parties ne s'étaient plus retrouvées pour négocier. C'est chose faite aujourd'hui. Le maire de la commune et le secrétaire général de l'UTC sont face à face pour débattre des revendications des agents en grève. 10h15, c'est donc la réouverture des négociations ici à la Caisse des écoles dans la commune. Pour la 8e fois, les parties se rencontrent afin de discuter autour de la revalorisation du régime indemnitaire. Il s'agit d'une prime qui constitue une véritable pierre d'achoppement sur la plateforme de revendication. Les échanges, au-delà d'être courtois, restent fermes. D'un côté, la municipalité déclare avoir tout fait et montre ses limites. Si on englobe tout le monde, ça nous fait plus de 1 200 000. Alors, figurez-vous, 985 000 plus 150 000 plus 900 plus 1,2 million, ça fait lourd payé pour la collectivité. En tous les cas, je dois aussi rassurer les gens pour le transport scolaire. Et il faut savoir que le transport scolaire est assuré par la CSBT. J'ai été voir la présidente de la CSBT pour lui demander d'ouvrir un bureau dans une permanence pour pouvoir assurer les inscriptions liées au transport scolaire. Chose qui fera l'objet de communiquer bientôt. Et je leur dis, ne vous en faites pas, nous sommes là pour pouvoir effectivement servir la population tel c'était notre engagement vis-à-vis d'eux lors de la campagne électorale. De l'autre côté, cette fois, le syndicat UTC-UGTG, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il en faudrait bien plus. À l'information, mais elle a dit qu'il n'y a pas ni enveloppe, mais seulement il a cherché l'enveloppe, mais nous ne pouvons pas tous les prendre là ça, parce qu'elles sont en revendication qui légitime. Pourquoi? Parce que ça nous a réclamé aujourd'hui là, c'est travailler qu'à pour nous depuis 2008. Alors nous payons tous les ça. Et nous avons discuté, nous avons négocié bon moment là. C'est vrai que nous avons échangé techniquement, mais on a pensé peut-être pour journée là, nous avons sorti. À 2 semaines de la rentrée scolaire, il serait temps de sortir de la crise. La volonté de trouver une issue favorable à ce conflit devrait donc peser de tout son poids. Wait and see. Nous vous présentons nos excuses pour les problèmes sonores sur ce sujet que nous retrouverons dans notre édition de 19h. Durant tout ce mois d'août, un stage intensif de gros cas est organisé par l'association Tambou de Bain Joué sur le parking du Vélodrome Amédée de Thro à Bémao. Un rendez-vous ouvert à tous ceux qui souhaitent connaître les 7 rythmes du gros cas et maîtriser l'instrument K. Une 60aine de personnes, petits et grands, sont inscrits à ce stage animé par le percussionniste Rudy René. Plusieurs fois par semaine, Muriel Barlagne est allé à leur rencontre hier soir. Ils se donnent rendez-vous 3 fois par semaine sur le parking du Vélodrome à Amédée de Thro, à raison de 2 heures par séance. Ces passionnés du goka viennent s'initier ou se perfectionner à la maîtrise de l'instrument, guidés par Rudy René. Ce musicien et chanteur professionnel enseigne depuis 25 ans. Avec lui, les stagiaires découvrent les 7 rythmes. Ils apprennent aussi à dissocier les différents sons, les aigus, les médiums et les graves, et à travailler avec les 2 mains.
L'apprenant en général, le plus difficile pour lui, c'est de maintenir un tempo et d'avoir une concentration pendant 5 à 10 minutes. C'est pourquoi c'est un stage intensif où celui qui sera en apport avec l'instrument devra jouer presque à 5 à 10 minutes un rythme. Comme ça lui permet d'avoir une concentration haute que le tambour, même dans sa vie professionnelle ou sa vie scolaire. Vous jouez ensemble, écoutez-vous, regardez-vous. C'est la deuxième fois que l'association Tambou d'Aubin Joué organise ce type de stage. Depuis l'inscription du Gwoka sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2014, Rudy René a pu constater un renforcement de l'engouement pour l'instrument. Certains se sont inscrits en famille. C'est le cas de Muriel, venue avec sa fille. Pour qu'elle puisse s'habituer au cas et pourquoi pas découvrir notre tradition, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nos enfants écoutent toutes sortes de musique et ne savent pas jouer au cas. Donc moi, comme j'aime beaucoup le tambour, donc pourquoi pas. D'autres, comme Routi, lituanienne, sont tout simplement curieux de la culture guadeloupéenne. J'adore la percussion, j'adore toucher les racines d'un pays où je suis. Quand même, je reste étranger et ça me permet de comprendre mieux finalement la culture du Gwoka. J'aime beaucoup, c'est le son naturel, c'est la nature. Parfois, j'entends les oiseaux qui chantent exactement le même rythme et presque les phrases du marquage. Donc, c'est très, très nature. Et puis, il y a les autres, à la recherche d'un enrichissement personnel. Il est un peu trop tard que j'aille jouer du Gwoka, d'aller les roses, faire quoi que ce soit. C'est uniquement pour mon plaisir personnel. Débutants, intermédiaires, avancés, ils sont 60 apprentis tambouillés à s'être inscrits à ce stage, programmé sur tout le mois d'août. Les plus avertis savent déjà faire parler le cas comme des maquets expérimentés. Autre stage qui concerne cette fois les tout jeunes, c'est l'association Expression Métis qui propose un stage de théâtre mêlant chant, danse et slam, une série d'ateliers qui doivent permettre à des enfants et des ados de développer leur capacité d'expression ainsi que leur créativité. C'est en tout cas ce que promettent les organisateurs de ce stage qui a débuté lundi à Saint-Félix-au-Gosier. Reportage Edier Latré et Cécile Allègre. Quand on est enfant, pas toujours facile de s'exprimer et d'avoir confiance en soi. Pour l'association Expression Métis, il est indispensable de développer ses capacités pour faire de ces adolescents des adultes responsables et bien dans leur peau. Les ateliers sont vraiment un but de développer tout ce qui est expression de soi, expression scénique, expression artistique, mais pas seulement. C'est vraiment que les enfants puissent trouver un mode d'expression, mais leur propre mode d'expression. Donc l'association s'appelle Expression Métis parce qu'on essaye de développer, justement, de renforcer l'expression des publics qui ont plusieurs influences culturelles. Donc les enfants, on leur propose pas seulement du théâtre, on propose d'explorer tout ce qui va être du chant, du slam, de la beatbox, pour justement enrichir toute leur capacité à s'exprimer aujourd'hui. Ces ateliers leur permettront ainsi de se plonger au fond d'eux-mêmes pour prendre conscience de leur corps et de leurs émotions. On est plutôt dans la recherche profonde de ce qu'ils vont pouvoir développer. Ils voient beaucoup de choses, je pense, ils voient beaucoup d'images, mais est-ce qu'ils explorent réellement d'eux-mêmes leur propre capacité d'expression? Pas forcément. Donc surtout quand ils passent beaucoup de temps devant les écrans. Pour ces enfants, c'est surtout l'occasion de se retrouver dans un lieu calme et proche de la nature. Travailler le théâtre dans un tel cadre leur permet de se détacher du regard des autres et d'acquérir un peu de confiance en eux. C'est bien, on peut respirer, on peut sentir la nature qui fait du vent. On sent très 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 bien le vent. Celui que je préfère, c'est le théâtre. C'est bien, on joue des scènes, on peut inventer des choses qu'on n'a pas fait. Ça aide à articuler et à mieux s'exprimer. On peut s'amuser, ça aide à travailler en équipe. Ça nous permet d'être moins timides, avoir plus confiance en nous et quand on fait les scènes, j'aime bien parce qu'on peut tout inventer. Et aussi dans le théâtre, ce que j'aime bien, c'est quand on dit nos prénoms avec des gestes. Un atelier destiné aux enfants, mais qui pourrait tout aussi bien servir à certains adultes pour leur redonner un peu d'estime.
Intéressons-nous toujours à ces activités pour enfants, une activité qui avant était favorite des petits Guadeloupéens il y a encore quelques années. La pratique du cerf-volant est aujourd'hui anecdotique. Pour aider cette activité à revivre, certains ont décidé de s'engager. Parmi eux, Claude Mixture, animateur et concepteur de cerf-volant qu'à voler. Muriel Barline l'a rencontré sur ses terres à Sainte-Anne. Aujourd'hui, c'est journée mondiale du cerf-volant. Alors nous joignons là et nous allons faire un cerf-volant ensemble assez rapidement. Claude Mixture n'a pas attendu la journée mondiale du cerf-volant pour proposer des ateliers de construction de ce jouet traditionnel. Il y a 18 ans, l'éducateur populaire a monté une structure, Cerf-volant qu'à voler. Elle propose des animations autour de l'aéronef, notamment dans les écoles. Aujourd'hui, Claude Mixture est en compagnie de jeunes passionnés tout comme lui. Certains, comme Rudy, ont déjà construit un cerf-volant. Il y avait un cerf-volant qui volait, le fil s'est cassé, il est tombé près de chez nous. On a bien regardé, puis on s'est mis à en faire un et on a vu qu'il volait bien, donc on en a fait plusieurs. Voilà. Découpés, collés, consolidés, certains cerfs-volants comme celui-ci sont simples à réaliser, mais d'autres peuvent être très complexes. Taille, forme, couleur, ils sont de plus en plus sophistiqués. C'est pas même cerf-volant que les grands-parents qui ont fait, et puis papier, et puis même le papier journal qu'ils ont dit. Moi, j'aime pas trop le papier journal. Et c'est pour ça que je donne beaucoup de couleurs, je travaille d'autres matériaux que le papier dans le temps des grands-parents. Alors, je travaille de la toile, de plastique. Tout ce qui est d'autres matériaux plus résistants, plus solides, plus beaux. Déjà, la toile, ça a de la couleur. Les plastiques, il y a de la couleur. C'est mieux que le papier journal. Une fois l'objet terminé, il est temps de le tester. À la plage de Bois-Jolant à Sainte-Anne, il y a suffisamment de vent pour faire décoller le cerf-volant, chacun à sa méthode. Quand il y a le vent, il ne faut pas courir avec, on n'est pas obligé, ça dépend de la grosseur. On a juste à tirer et ça monte et on attend que le vent tire. Après on tire, on lâche du fil, on tire, on lâche du fil. On peut demander à un ami de tenir la tête et quand on sent le vent, on lâche du fil. Il faut qu'il recule avec le fil. On prend la ficelle et on tire quand il y a du vent. Quand Claude Mixture sort ses cerfs-volants, il installe aussi un jardin du vent. Un espace à la fois esthétique et dynamique. En Guadeloupe, c'est pas encore vraiment installé. Moi, je le fais, mais dans tous les pays européens, à Dieppe, le Festival mondial du cerf-volant, le Festival international en France, eh bien, il y a toujours à côté ce jardin du vent à partir des objets de récupération, des bouteilles, des pannes de ventilateurs, du plastique, tout ce qui bouge avec le vent. Voilà. Bien qu'il y ait plus d'adeptes depuis 5 ans, Claude Mixture déplore le peu de personnes intéressées par la construction de cerfs-volants en Guadeloupe. Faute de pouvoir organiser un rendez-vous d'envergure dans l'île, il pense participer au Festival international de cerfs-volants de Dieppe en France dans 2 ans. Une véritable vitrine pour le savoir-faire guadeloupéen. Un point sur la météo pour aujourd'hui pour clore cette édition. Le ciel deviendra chargé cet après-midi et des averses sont attendues sur l'ensemble des communes de l'archipel. Des nouvelles de cette zone de nuages et d'orages dont je vous parlais hier. Comme annoncé, elle s'est transformée en dépression tropicale, la numéro 6 de l'année. Elle génère des vents de 55 km/h et devrait se renforcer pour devenir une tempête tropicale, certainement dans la journée. La dépression tropicale numéro 6 était ce matin à 1245 km à l'ouest-sud-ouest des îles du Cap-Vert et se déplace vers le nord-ouest à environ 24 km/h. Ce phénomène, rassurez-vous, devrait se tenir éloigné de l'arc antillais selon les spécialistes. Nous vous en reparlerons bien évidemment dans notre édition du soir. L'indice Atmo est de 3 aujourd'hui pour une bonne qualité de l'air, annonce Guader. Dans un instant, d'autres infos dans le journal national et international. On se donne rendez-vous ce soir, 19h, pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.